Bonjour, vous écoutez Comme en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 30e épisode dans lequel nous allons parler de Prométhée et de son mythe. Alors pourquoi on va parler de Prométhée? Bon, si vous êtes parfaitement au clair sur cet aspect de la mythologie grecque, de notre culture commune, normalement, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Mais je vais surtout m'intéresser à ce qui est dit dans le Protagoras de Platon. Ça, c'est pour vous situer un petit peu les choses, parce que peut-être que vous connaissez très bien Prométhée, que vous n'avez pas du tout besoin de cet épisode. Prométhée, donc c'est un personnage de la mythologie grecque, puis on parle du mythe de Prométhée. Alors on parle des fois de mythe à tort, puisque on va le voir, on va parler du texte de Platon, le Protagoras. Dans Platon notamment, on parle souvent de mythe, quand on dit le mythe de la caverne par exemple, alors que ça n'est pas un mythe. Platon n'écrit absolument pas que c'est un mythe, c'est une allégorie. Et la différence est importante, puisque normalement un mythe ça raconte les origines de l'homme. Bon, notre Prométhée à nous, vous avez bon, maintenant le mot est revenu, le nom est revenu un peu sur le devant de la scène, puisqu'il y a des films qui parlent de Prométhée. Le Prométhéeus, c'est souvent un nom de vaisseau spatial ou autre. Enfin bref, on entend parler de Prométhée un petit peu. Et l'idée de l'épisode là, c'est un petit peu de dire tout simplement, sans jugement, sans grandes explications, toutes les interprétations qu'on peut avoir des mythes grecs, etc. Simplement rappeler un petit peu ce que c'est dans les textes, tout simplement. Alors pas dans tous, puisque Prométhée, vous pouvez en apprendre dans la Théogonie d'Hésiode, dans les textes du pseudo-Apollodore, c'est-à-dire de l'auteur de la bibliothèque. Bon, ça c'est très vaste. Et puis on avait parlé de Lucien une fois, hein, Lucien de Samosate. Vous savez, quand on avait parlé des pêcheurs, le pêcheur et les ressuscités, philosophes à vendre, etc. Bon, il y a un texte qui s'appelle Le Caucase, dans lequel Lucien parle de ce mythe de Prométhée. Et nous, on va s'attarder donc encore une fois sur la manière dont Platon nous le présente dans le Protagoras. Ce qu'on peut en dire maintenant, avant de lire ce texte, c'est que Prométhée est censé être le titan, c'est-à-dire la divinité. Alors, peu importe de qui il est le fils, etc. En tout cas, il est censé avoir trois frères qui sont Atlas, Ménétios et Épiméthée. Et il est censé donc avoir donné naissance à l'homme. Alors a priori d'avoir volé le feu aux dieux et d'avoir créé les hommes à partir d'eau et de terre, sous-entendu d'argile. Alors maintenant je vais vous lire l'extrait du Protagoras dans lequel Platon, c'est-à-dire Socrate dans le dialogue, raconte ce mythe de Prométhée, et puis après l'extrait, on va en dire un petit peu plus, et puis remettre ça dans le contexte du Protagoras. Et je précise quand même, c'est naturel que cette traduction du grec est faite, nous devons cette traduction à Frédéric Ildefonse. Il fut un temps où les dieux existaient déjà, mais où les races mortelles n'existaient pas. Lorsque fut venu le temps de leur naissance, fixé par le destin, les dieux les façonnent à l'intérieur de la terre, en réalisant un mélange de terre, de feu et de tout ce qui se mêle au feu et à la terre. Puis, lorsque vint le moment de les produire à la lumière, ils chargèrent Prométhée et Épiméthée de répartir les capacités entre chacune d'entre elles en bon ordre comme il convient. Épiméthée demande alors avec insistance à Prométhée de le laisser seul opérer la répartition. Quand elle sera faite, dit-il, tu viendras la contrôler. L'ayant convaincu de la sorte, il opère la répartition. Et dans sa répartition, il dotait les uns de force sans vitesse, et donnait la vitesse aux plus faibles. Il armait les uns, et pour ceux qu'il dotait d'une nature sans armes, il leur ménageait une autre capacité de survie. À ceux qu'il revêtait de petitesse, il donnait des ailes pour qu'ils puissent s'enfuir, ou bien un repère souterrain. Ceux dont il augmentait la taille voyaient par là même leur sauvegarde assurée. Et dans sa répartition, il compensait les autres capacités de la même façon. Il opérait de la sorte pour éviter qu'aucune race ne soit anéantie.
Après leur avoir assuré des moyens d'échapper par la fuite aux destructions mutuelles, il s'arrangea pour les prémunir contre les saisons de Zeus. Il les recouvrit de pelage dense et de peaux épaisses, protection suffisante pour l'hiver, mais susceptible aussi de les protéger des grandes chaleurs, et constituant, lorsqu'ils vont dormir, une couche adaptée et naturelle pour chacun. Il chaussa les uns de sabots, les autres de peaux épaisses et vides de sang. Ensuite, il leur procura à chacun une nourriture distincte. Aux uns, l'herbe de la terre, aux autres, les fruits des arbres, à d'autres encore, les racines. Il y en a à qui il donna pour nourriture la chair d'autres animaux. À ceux-là, il accorda une progéniture peu nombreuse, alors qu'à leur proie, il accorda une progéniture abondante, assurant par là la sauvegarde de leur espèce. Cependant, comme il n'était pas précisément sage, Épiméthée, sans y prendre garde, avait dépensé toutes les capacités pour les bêtes qui ne parlent pas. Il restait encore la race humaine, qui n'avait rien reçu, et il ne savait pas quoi faire. Alors qu'il était dans l'embarras, Prométhée arrive pour inspecter la répartition, et il voit tous les vivants harmonieusement pourvus en tout, mais l'homme nu, sans chaussures, sans couverture, sans armes. Et c'était déjà le jour fixé par le destin où l'homme devait sortir de terre et paraître à la lumière. Face à cet embarras, ne sachant pas comment il pouvait préserver l'homme, Prométhée dérobe le savoir technique d'Héphaïstos et d'Athéna, ainsi que le feu, car sans feu, il n'y avait pas moyen de l'acquérir ni de s'en servir, et c'est ainsi qu'il en fait présent à l'homme. De cette manière, l'homme était donc en possession du savoir qui concerne la vie, mais il n'avait pas le savoir politique. En effet, celui-ci se trouvait chez Zeus. Or, Prométhée n'avait plus le temps d'entrer dans l'acropole où habite Zeus. Et il y avait en plus les gardiens de Zeus, qui étaient redoutables. Mais il parvient à s'introduire sans être vu dans le logis commun d'Héphaïstos et d'Athéna, où ils aimaient à pratiquer leurs arts. Il dérobe l'art du feu, qui appartient à Héphaïstos, ainsi que l'art d'Athéna, et il en fait présent à l'homme. C'est ainsi que l'homme se retrouva bien pourvu pour sa vie, et que, par la suite, à cause d'Épiméthée, Prométhée, dit-on, fut accusé de vol. Puisque l'homme avait sa part du lot divin, il fut tout d'abord, du fait de s'apparenter avec le dieu, le seul de tous les vivants à reconnaître des dieux. Et il entreprit d'ériger des autels et des statues de dieux. Ensuite, grâce à l'art, il ne tarda pas à émettre des sons articulés et des mots, et il inventa les habitations, les vêtements, les chaussures, les couvertures et les aliments qui viennent de la terre. Ainsi équipés, les hommes vivaient à l'origine dispersés, et il n'y avait pas de cité. Ils succombaient donc sous les coups des bêtes féroces, car ils étaient en tout plus faibles qu'elles. Et leur art d'artisan, qui constituait une aide suffisante pour assurer leur nourriture, s'avérait insuffisant dans la guerre qu'ils menaient contre les bêtes sauvages. En effet, ils ne possédaient pas encore l'art politique, dont l'art de la guerre est une partie. Ils cherchaient bien sûr à se rassembler pour assurer leur sauvegarde en fondant des cités, mais à chaque fois qu'ils étaient rassemblés, ils se comportaient d'une manière injuste les uns envers les autres, parce qu'ils ne possédaient pas l'art politique, de sorte que, toujours, ils se dispersaient à nouveau et périssaient. Aussi Zeus, de peur que notre espèce n'en vînt à périr tout entière, envoie Hermès apporter à l'humanité la vergogne et la justice, pour constituer l'ordre des cités et les liens d'amitié qui rassemblent les hommes. Hermès demande alors à Zeus de quelle façon il doit faire don aux hommes de la justice et de la vergogne. Dois-je les répartir de la manière dont les arts l'ont été ? Leur répartition a été opérée comme suit. Un seul homme qui possède l'art de la médecine suffit pour un grand nombre de profanes, et il en est de même pour les autres artisans. Dois-je répartir ainsi la justice et la vergogne entre les hommes, ou dois-je les répartir entre tous ? Zeus répondit, répartis-les entre tous, et que tous y prennent part, car il ne pourrait y avoir de cité si seul un petit nombre d'hommes y prenaient part, comme c'est le cas pour les autres arts. Et instaure en mon nom la loi suivante, qu'on mette à mort, comme un fléau de la cité, l'homme qui se montre incapable de prendre part à la vergogne et à la justice. Alors voici pour la lecture du texte, je pourrais tout simplement vous apporter la petite précision, parce que on traduit la traduction qui nous propose vergogne et justice. Je ne sais pas s'il y a des traductions différentes. En tout cas, je voulais simplement vous le dire, parce que je suis allé ouvrir le texte grec, ça m'était pas arrivé depuis un certain temps. La justice, c'est dikē. Ça, c'est un terme qu'on retrouve souvent. Et puis, la vergogne, en fait, c'est
Aido. Et puis le mot vergogne n'est pas beaucoup utilisé en français à l'heure actuelle. On le voit pas trop dans le journal ou même dans des romans. Enfin, on dit souvent, on l'utilise pour dire sans vergogne, mais bon, la vergogne c'est une sorte de pudeur, de retenue. Donc c'est Aido. Voilà, ou Aidos, en fait, je sais pas trop, parce que j'ai oublié mes déclinaisons, tout simplement, en grec. Voilà, et puis la fin de l'histoire, en tout cas pour ce pauvre Prométhée, enfin, à qui nous devons tout, puisque c'est quand même le mythe de l'homme, nous devons notre existence d'homme à Prométhée, puisque Épiméthée nous avait vraiment oublié, nous avait pas juste raté et fait de nous des faibles, on était nus, on serait morts, on n'aurait pas survécu. Bon. Après, c'est ça que j'aime bien dans ce texte, dans le mythe de Prométhée, c'est que c'est pas si simple que ça. On voit que finalement, la touche finale est essentielle. On la doit vraiment à Zeus lui-même. Qu'est-ce que je voulais vous raconter Oui, Prométhée, lui, il va être puni d'avoir volé le feu. Il a quand même il est entré par effraction chez Héphaïstos et Athéna pour voler le savoir technique et le feu, et sa punition elle est terrible puisqu'il sera, alors bon ça c'est façon mythologie grecque, puisque on se doute bien, ça fait partie du mythe et de ce genre de récit, hein. Vous en connaissez d'autres, des supplices comme ça, ça a été repris en littérature, mais Prométhée, lui, va être enchaîné et son foie sera dévoré jour après jour, enfin inlassablement, par un aigle, un rapace, quoi, l'aigle du Caucase, l'aigle de Zeus. Donc l'oiseau va venir manger son foie. Prométhée forcément a une blessure mortelle, mais le lendemain il renaît et voilà, l'aigle va revenir. Et puis il sera libéré, Prométhée, par Héraclès. Alors, qu'est-ce qu'on peut Bon, d'abord, c'est intéressant de savoir... Enfin, c'est intéressant. Ça peut vous intéresser de savoir que Platon, et c'est pas la première fois, fait appel au mythe, alors que, bon, on peut se dire, Platon, c'est la philosophie, discours rationnel, etc. Mais il y a des choses que seul le mythe semble pouvoir nous dire. Or, qu'est-ce que c'est que le mythe ? Un récit des origines, bon, là en l'occurrence de l'origine de l'homme. Donc on fait appel à des choses qui n'existent plus. Le mythe parle de choses, d'un temps et de choses qui n'existent plus, mais qui sont à l'origine quand même de ce qu'il y a dans notre monde. Donc, ce que je ressouligne là, même si vous l'avez entendu, c'est quand même qu'on procède par étapes. C'est-à-dire que on nous dit bien que la technique va nous aider. La technique et le feu étant ce qui va nous permettre d'utiliser notre savoir-faire. C'est-à-dire que, bon, c'est un grand classique, savoir et pouvoir, mais bon, bref, savoir des choses, ça suffit pas, faut pouvoir les mettre en œuvre, pouvoir les faire. Donc, ces choses-là font qu'on arrive au début. Il y a une notion de temps quand même, de chronologie des événements. On arrive certes à survivre un petit peu, mais pas suffisamment finalement, puisque il nous manque quelque chose que Prométhée n'a pas pu piquer à Zeus, à savoir le savoir politique, qui est la chose que Zeus va finir par nous donner, puisque sans ce vivre ensemble, cet art politique, on était tout de même perdu, même avec tout ce qu'on a pu créer. C'est-à-dire on s'est mis à fabriquer des habitations, des chaussures, enfin bref, ça c'est dit dans le texte. Et ça nous dit aussi que l'homme, on va dire l'homme à sa naissance, ne dispose de rien à part de ce savoir qui doit être mis en œuvre, donc prendre du temps. C'est pas une nature, quelque chose qui arrive dès le départ. On n'a pas de milieu naturel. Voilà, on dit bien qu'il y a certaines espèces. Toutes les espèces ont une nature, en fait. Les autres espèces animales ont une nature. Et puis on nous parle même de milieu, hein. Il y a certaines espèces qui vont pouvoir se faire des petits nids douillets, des foyers souterrains, etc.
Nous, il n'est pas question de tout ça. On n'a pas on n'a pas nos conditions de vie en fait par nature. On ne sait pas si on doit vivre en forêt, on ne sait pas si on doit vivre en hauteur, on ne sait pas tout ça. Bon, on se met à fabriquer des habitations, mais des habitations, c'est pas encore la cité, quoi. C'est pas encore ce qui va faire qu'on est un animal politique. Bon, ça, la formule n'est pas dans le texte. Dernière petite chose quand même, peut-être, en tout cas, par rapport à ce que là, moi, je voulais vous dire, c'est que c'est intéressant cette fin de l'art politique, enfin de l'apport de l'art politique par Zeus, c'est que contrairement aux techniques, à ce qu'on avait déjà grâce à Prométhée. Alors Prométhée, il y a un petit truc quand même entre, à savoir en grec, épiméthée, Prométhée, épi et pro dans les préfixes des noms d'Épiméthée et Prométhée, qui sont frères. Hein. Et puis, c'est après, en gros, dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est celui qui va cogiter après, donc là, après avoir commis sa bourde, et Prométhée, c'est le prévoyant, quoi. C'est celui qui va être prévoyant, et donc plus intelligent que son frère, ça on l'a compris, en tout cas par rapport à notre sort. Et les techniques qu'on va développer, comme la médecine, etc., c'est Hermès ça, qui dit à Zeus que elles ont été réparties, non pas de manière égale. C'est-à-dire qu'on comprend l'idée qu'on n'a pas besoin d'être tous médecins. Hein, un médecin pour tout un village, toute une ville, enfin bref, ça suffit, on n'a pas besoin d'être tous médecins. Par contre, ce que dit Zeus, c'est que l'art politique, lui, c'est d'une nature différente. C'est pas une simple technique, et que ça doit être partagé par tous. On doit tous être convaincus, enfin, on doit tous posséder cette volonté de vivre ensemble. Hermès, c'est le messager de Zeus, c'est le messager tout court, d'ailleurs, des dieux, je crois. C'est le dieu de la communication et du vivre ensemble. Donc il apporte aux hommes l'art politique qui va nous permettre, à nous, hommes, de vivre ensemble. Et on doit tous... Alors on voit bien que c'est autre chose qu'une nature. Ça veut pas dire que tous les hommes vont mettre en œuvre ce vivre ensemble, puisque Zeus fait élaborer, dicte une loi au nom de Zeus. Hein, je vous rappelle peut-être la loi qui dit... Alors attendez, je tourne la page. Qui dit qu'on mette à mort, comme un fléau de la cité, l'homme qui se montre incapable de prendre part à la vergogne et à la justice. Donc voilà, en tout cas ce que je voulais vous dire par rapport à Prométhée dans le texte, donc le Protagoras de Platon. Alors sachez que ce passage du Protagoras est très connu, hein, le mythe de Prométhée dans le Protagoras. Bon, vous allez retrouver le passage sur internet très facilement, je vous mettrai des liens. Sachez aussi que vous pouvez le retrouver commenté dans une anthologie. En fait, je me servirai peut-être de cette anthologie parce qu'il y a quelques extraits de textes de certains philosophes éclairés. Donc c'est une petite anthologie qui est présentée par Guillaume Pijard de Gurbert, qui est professeur de philosophie et qui est un philosophe. Vous pouvez vous intéresser à ses publications. Et l'anthologie s'appelle « Si la philosophie m'était comptée », sous-titré de Platon à Gilles Deleuze. Ce que je ferai très certainement, parce que le mythe de Prométhée, bon, c'est un mythe qui me semble... C'est pas qu'il me semble important de le connaître, mais le nom de Prométhée étant ressortant de temps en temps dans des films et autres littératures, etc. Bon, ça me semble pas idiot de rappeler, voilà, ce qu'est le mythe de Prométhée, et voilà ce que Platon nous en dit. Alors on va pas lire tout le Protagoras dans Comme en passant, mais par rapport juste à cet extrait, voilà, c'était une manière comme une autre de parler de Platon et de parler de Prométhée avec 2-3 points
Voilà, qui me semblait important de dire ici et maintenant. Et je referai ça certainement, pas pour forcément pas pour rapport à la philosophie, mais il y a des choses. Par exemple, j'avais dit à une certaine époque que je ferais pas la Madeleine de Proust, par exemple. Bon bah en fait, peut-être que ça pourrait être pas mal de faire un épisode, plusieurs épisodes d'ailleurs sur des choses. Moi j'ai j'ai mes petits passages préférés dans Proust et c'est pas la Madeleine. Je préfère par exemple tout ce qui est sur la petite phrase de Vinteuil, mais on pourrait lire le passage de la Madeleine et dire ce que... Enfin, voilà, juste pour voir, pour savoir, se rendre compte de ce qui est vraiment dit par Proust, et je pense que c'est pas mal parce que ça défait certains préjugés. Ça fait, je suis pas Lucien, je pars pas en guerre contre les sophistes et les préjugés, mais vous savez, souvent il y a une petite question à se poser, je pense, c'est presque une sorte de mini méthodologie, enfin une mini règle que je m'impose des fois, c'est quand je lis un texte d'un philosophe ou d'un écrivain, et si je sais que ce passage-là, ce concept ou cette notion, ce sentiment est une chose qui fait partie des choses largement, enfin, qu'on croit largement su et faisant partie de notre culture, y compris par exemple la Madeleine de Proust, telle on essaie de nous l'expliquer ou telle qu'on l'évoque de temps en temps. Je me dis, est-ce qu'on a besoin de ce passage-là? Est-ce qu'on a besoin de la Madeleine de Proust? Est-ce qu'on a besoin de Proust pour savoir cette chose? Est-ce qu'on a besoin de Descartes pour savoir telle chose qu'on dit être cartésienne? Ça, c'est juste un petit point, comme ça. Bon, je dis ça en passant. Sachez que dans 2 semaines, on se retrouve pour un épisode, j'ai envie de dire spécial Saint-Valentin. Bon, l'idée m'a été soufflée par Hué, donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique, vu qu'on a passé un bon moment à faire l'épisode de fin de saison 1, donc pour cet épisode un peu Saint-Valentin que j'ai intitulé « Lettres et mots d'amour ». Alors ça veut pas dire qu'on va plonger tous ensemble dans un énorme bain de cuculisation, mais on n'est pas obligé du tout de faire de la cuculisation, d'être cuculapraline, mais il y a de très belles lettres d'amour, célèbres ou pas, moins célèbres, il y a des poèmes, bon, et puis l'amour ça peut être plein de choses variées, donc pourquoi pas participer à cet épisode en nous envoyant, en m'envoyant au podcast, le podcast, hein, nous tous, vous et moi, donc par WeTransfer par exemple, l'adresse du podcast pour l'instant c'est pas comme en passant, c'est podcastcep@gmail.com, podcastcep, et puis vous pouvez retrouver toutes ces informations partout sur internet, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc., comme en passant.fr, je rappelle l'adresse du site. Donc on pourrait se faire des petites lectures de poèmes, de textes, dire quelque chose, voilà, je pense que ça pourrait être un épisode sympa, on fera ce genre d'épisode participatif de temps en temps, puis sachez que ça c'est dans l'esprit, c'est dans la charte presque de Comme en passant, à tout moment vous pouvez participer à Comme en passant en fait en me contactant, il n'y a pas de souci. Si on se met d'accord, je vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas, si vous voulez, partager l'épisode, parler de Comme en passant autour de vous, m'écrire, me contacter, il n'y a aucun souci, ce sera avec plaisir. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Salut!